Noura Hamadi, 38 ans, plusieurs vies à son compteur, des racines qu'il faut aller débusquer en Kabylie, contrée de ses parents. Journaliste engagée, Noura Hamadi n'a cessé d'enfoncer les portes. Une énergie débordante au service des jeunes, incollable sur l'Europe, l'Algérie jamais loin dans le viseur. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Noura Hamadi, merci d'être avec nous. Bonsoir Fanté. Alors j'imagine que vous suivez ces manifestations de masse en Algérie contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Que ressentez-vous face à cet élan populaire ? Beaucoup de fierté parce qu'on avait le sentiment qu'avec les printemps arabes, quelque chose allait se passer en Algérie, sauf qu'on a oublié que l'Algérie a traversé plus de 10 ans de guerre civile. Et là, ce réveil démocratique, surtout dans une forme de sérénité, dans une non-violence, est plutôt une source de fierté. Alors après, qu'est-ce que ça donnera ? On ne sait pas. On a vu qu'Abdelaziz Bouteflika avait quand même malgré tout déposé sa candidature ce dimanche soir, qu'une lettre avait été envoyée aux Algériens pour appeler à un grand débat et que des nouvelles élections présidentielles seraient potentiellement convoquées sans lui, peut-être dans quelques temps. Autant vous dire que tout ceci est plutôt une mascarade et là pour le coup ça m'attriste. Et que peut-on espérer pour l'avenir des Algériens ? Enfin un pays qui respecte en fait la qualité et la richesse de ses habitants. Les Algériens sont un peuple extrêmement bien éduqué, respectueux. C'est un pays qui a énormément de ressources. Donc le minimum en fait c'est d'arrêter de les humilier, ce qu'on fait depuis quand même des dizaines et des dizaines d'années. Le pouvoir algérien a malheureusement toujours été plutôt une démocrature selon les termes en vigueur et ça c'est bien dommage. En tout cas, dans la famille Hamadi, on parle beaucoup de politique. Comment vos proches voient-ils ces événements ? Écoutez, on regarde ça de très près. Vous savez à quel point aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes entre WhatsApp, le téléphone, Internet, on est tous rivés sur les profils Facebook des cousins, etc. Donc ça commente et on sent à quel point en fait il y a cette velléité de démocratie et puis une aspiration juste à vivre. Tout simplement. Pour bien connaître l'Algérie, c'est quand même un pays qui vit une crise économique, une crise de la redistribution, une crise sociale. On sait à quel point de bon nombre en fait, d'Algériens aujourd'hui, y compris dans ma propre famille, ont cherché à partir pour justement s'offrir un avenir. Et du coup, c'est effectivement. Et pour vos parents, ce mouvement est inespéré ? Il n'est pas inespéré parce que pour le coup, eux, ils ont vécu en fait la guerre d'Algérie, ils l'ont vécu de l'intérieur et pour le coup, cette aspiration à la démocratie, c'est quelque chose d'inhérent au peuple algérien, c'est une identité en fait de révolutionnaire presque. Donc il y a quelque chose de logique finalement que d'avoir aujourd'hui ce type d'aspiration et d'avoir des gens dans la rue en fait qui ne demandent juste que leur dû. Donc finalement, c'est juste un juste réveil. Alors l'Algérie, c'est une terre, une atmosphère que vous avez humée dès votre plus jeune âge. Ouais. Vos parents viennent de la Kabylie, d'Igil Bougueni, si je dis pas de bêtises. Igil Bougueni, ouais. Vous dites que le kabyle est votre première langue, même en étant né en France. Ouais, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère et que du coup, en fait, elle ne parlait que le kabyle. Et du coup, mes parents se faisaient un point d'honneur à ce que je le parle. Donc, ils ne m'ont parlé qu'en kabyle pendant plusieurs années. Donc, je suis rentrée en maternelle. Je parlais pas du tout le français. Et ça a été des moments de détresse absolue pour ma grand-mère qui me disait, mais vous vous rendez compte de ce qu'on a fait ? Elle va pas être capable. C'est extrêmement dur pour elle. Bon, à 3 ans, on apprend très vite et finalement, je l'ai appris en quelques mois. Mais ça m'est resté, en fait. C'est ma première langue et j'en suis assez fière parce que c'est une super belle langue qui est assez pratiquée. Enfin, les Kabyles sont quelques millions en Algérie. Et je ne parle pas l'arabe, pour le coup. Et ça a ça de particulier que quand j'arrive, en fait, en Algérie, en fait, je fais super couleur locale parce que j'ai pas d'accent et que ça fait toujours rire tout le monde parce que tout le monde est persuadé, en fait, non, mais elle est née en Algérie. Elle est pas de France. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Si, en fait. Et du coup, c'est vraiment une double culture et je dirais une double identité. L'identité dans les débats en fait qui nous intéressent en France depuis pas mal de temps, qui nous intéresse, ou du moins qui hystérise un petit peu le débat. On a le sentiment en fait qu'il faudrait choisir entre plusieurs identités et adopter complètement dans une forme d'assimilation. Or en fait, moi j'ai tendance à dire, et je le dis souvent, que c'est comme une pâtisserie en fait, ou des lasagnes. Vous pouvez faire autant de couches que vous voulez. Et moi j'ai plusieurs couches. Et justement, quelle est la force d'être l'union de ces deux cultures françaises et algériennes ? C'est, je dirais, une capacité en fait à changer de focale de manière assez régulière. Tout bêtement, moi j'ai cette identité algérienne, kabyle, berbère, une identité de quartier populaire, une identité française, une identité européenne. Et finalement, tout ceci n'est absolument pas en fait en conflit. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est d'être aussi
Cette manière de passer l'idée que tout simplement l'identité est quelque chose de mouvant et qu'elle peut se nourrir de plusieurs couches et que l'un n'est pas exclusif de l'autre, en fait, tout bêtement. Et avoir plusieurs casquettes, c'est ce qui fait en fait la richesse Bien de sûr. votre parcours. Vous êtes co-rédactrice en chef de Fumigène Mag, un trimestriel engagé sur les quartiers populaires. En même temps, vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes. Comment vous avez réussi à faire le pont entre ces deux univers qui parfois ne se rencontrent jamais? Oui, mais en Faut le fait, dire. c'est ça qui est intéressant, c'est justement de créer des ponts. Et en fait, les questions européennes, moi, m'ont passionnée parce que j'étais plutôt sur l'international quand j'ai démarré ma carrière de journaliste. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis engagée sur les questions européennes parce que je suis arrivée sur une émission qui était dédiée à ces questions. Je m'y suis spécialisée, ça me passionne. Parce que là aussi, en fait, l'Europe, c'est pas juste la bulle institutionnelle bruxelloise, ce sont 28 scènes nationales, 28 pays, 28 cultures, 28 histoires. Donc finalement, en miroir, ça me ressemble assez. Et après, quand il s'agit de s'engager sur ces questions qui me touchent, parce que les questions de quartier populaire, c'est aussi ma trajectoire, c'est aussi mon sillon, et en fait, le pont, il est assez facile. Donc faire rimer, en fait, le très local et le national et l'international, c'est quelque chose d'assez facile et d'assez naturel quand on est soi-même en fait issu de cette trajectoire. Il y a rien de, on a le sentiment en fait que c'est quelque chose de différent. C'est une trajectoire auquel on n'est pas habitué. C'est très français. Hein. Mais finalement, quand on est issu en fait d'une culture étrangère, c'est quelque chose d'assez logique en fait. Et je pense que vous, comme beaucoup de gens qui ont eu en fait cette même trajectoire, le vivent au quotidien. Donc il y a rien d'inédit en fait. Rien d'inédit, on vous voit à la télé, sur Arte, Ouais. maintenant sur Vox Pop. Vous multipliez aussi les engagements auprès des jeunes. Samedi dernier, c'était pour l'association Révèle. Révèle. Qu'est-ce qui vous pousse à soutenir ces jeunes filles? En fait, j'aurais souhaité, moi, alors ces jeunes filles, l'association Révèle a été créée il y a 5 ans et elle travaille en fait à faire des trajectoires, des parcours pour faire en sorte que ces jeunes filles aient des rôles modèles, donc des jeunes femmes auxquelles elles puissent s'identifier, qui ont eu à peu près les mêmes trajectoires. Et je pense que et ça leur permet de gagner confiance en elles. Et on voit en l'espace de quelques jours à quel point ça les métamorphose. Et j'aurais peut-être aimé, en fait, si j'avais eu 14 ou 15 ans, pouvoir à un moment rencontrer une femme qui puisse me dire à 38 ou 40 ans, moi aussi j'ai vécu ça et t'inquiète pas, ça va bien se passer en fait. Parce que pour le coup, quand on a ce type de trajectoire, quand on vient de quartier populaire, quand on vient de famille en fait qui n'a pas de réseau, où on n'a pas la même langue en fait originellement, qu'on n'a pas fait les bonnes écoles, qu'on a une trajectoire scolaire parfois un peu chaotique, et s'entendre dire en fait que c'est possible malgré tout, que certes il va falloir enfoncer des portes, mais il y a souvent en fait une force de caractère telle que vous pouvez les enfoncer, ça m'aurait peut-être permis de gagner 10 ans. Et de quoi souffrent le plus aujourd'hui les jeunes des quartiers populaires? De déconsidération, de manque de respect et de représentation. Ces clichés qu'on peut avoir sur les racailles de quartiers populaires qui ne sont bons finalement que à vendre de la drogue et à être des ennemis de la nation. Soit ce sont des racailles, soit ce sont des islamistes. On a vu aussi cette glissade entre le 11 septembre 2001, ensuite Ziad et Bouna en 2005 qui sont morts dans un transformateur EDF et s'en sont suivis 3 semaines de révolte sociale dans les quartiers populaires de France. On a vu la création de la figure de la racaille et puis avec les attentats, que ce soit Mohamed Merah, puis Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan et les attentats de Paris en 2015, cette glissade vers le djihadiste. Et en fait, c'est pas ça les quartiers populaires. Voilà, c'est ça que on a voulu aussi montrer au travers du projet. Vous vous battez tous les jours pour changer ce pour regard? Pour sortir de ce déterminisme social aussi, pour faire entendre raison, ne serait-ce qu'à ces jeunes gens qui parfois, en fait, et moi j'interviens, que ce soit à Fontenay-sous-Bois, que ce soit dans le nord de la France, que ce soit à Paris, que ce soit à Orly, que ce soit à Nevers, pour leur faire entendre qu'en fait ils ont une place et que il ne faut surtout pas croire les gens qui peuvent leur dire en fait qu'ils n'ont pas de place et que ce sont juste en fait des bons à rien qui n'ont rien à faire là, quoi. Et c'est ça, c'est en fait avant de travailler à la déstructuration de ces clichés dans la population, il faut déjà en fait les faire sortir de ces croyances sur eux-mêmes. Et c'est ça en fait le principal. C'est pas finalement la censure, c'est plus l'autocensure. C'est leur permettre déjà de croire en eux-mêmes. Accompagner les jeunes, c'est ça? Ouais. Et un mot pour finir, quel est le secret de cette énergie débordante que vous déployez entre votre casquette de journaliste et cet investissement dans le milieu associatif? En fait, à un moment, qui fera si on fait pas?
Voilà. Et je pense que c'est aussi important qu'en tant que journaliste, on s'engage comme citoyen. On a quand même un problème de confiance entre les journalistes et la population. C'est important, je pense. Merci beaucoup, Nora Hamady, d'être venue sur le plateau de Merci TV5 Monde. C'est sur cette note positive que se termine ce journal. À demain.